Poutine qui avance en direction de l'Ouest par les mots, mais aussi par les actes, par les bombardements. Je vais rejoindre sur l'autre plateau nos invités et nos éditorialistes. Merci beaucoup à eux. Et avec nous ce soir Isabelle Saporta, Nathalie Schrin, mais aussi Christian Proutot. Bonsoir Christian Proutot. Bonsoir mon commandant Renaud Girard qui est là, bonsoir, aussi Darius. Reporter au Figaro. Nathalie Schrin, je vous ai dit bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous dis rebonsoir. Rebonsoir. Isabelle Saporta et Jean-Maurice Rippert. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Vous étiez l'ambassadeur de France en Chine et en Russie. Les images des bombardements, ce qu'elles disent, puisque c'est la troisième nuit que Poutine défie tous ceux qui disaient cessez le feu. Alors c'est tout sauf un cessez le feu. Au contraire, le feu est encore plus puissant qu'il ne l'était. Réaction, monsieur l'ambassadeur. Pardon. Sur ce qui s'est passé cette nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Poutine le fait? Ça veut dire ce que je n'ai cessé de répéter, hélas, avec beaucoup d'autres gens. Poutine ne veut pas la paix. Poutine n'a jamais eu l'intention de négocier. À peu près le monde entier le savait, sauf apparemment Donald Trump et quelques autres qui suivent Donald Trump aveuglément. Poutine veut écraser l'Ukraine, Poutine veut que Zelensky s'en aille, et Poutine veut revenir au temps de la guerre froide où il décidait pour son étranger proche, comme les Américains, il veut se partager le monde. Donc les choses sont claires, je pense, maintenant. Commandant Proutot, ces images qui sont effectivement, on est maintenant en 2025 et je rappelle à quel point toute l'Europe a promis à l'Ukraine qu'elle l'amènerait à la victoire. On a dit on vous soutiendra jusqu'à la victoire, loin de la victoire. Oui, mais parce que déjà dès le départ, on s'est mis des barrières. On a dit bon, il ne faut pas taper au-delà de la frontière, un peu comme si la guerre se faisait en attendant simplement que celui qui est en face de vous respecte des règles qu'il a enfreintes dès le début. Et alors on s'est donné une limite. Et puis après on a dit on va donner un peu. Puis après on va donner un peu plus. Et maintenant on nous dit bon, quand même, ils vont pouvoir taper plus loin. Et si les Ukrainiens n'avaient pas construit eux-mêmes ce qui leur permettait de montrer aux Russes, parce que c'est important pour la population russe de l'imaginer, ce qu'est cette guerre telle que eux la supportent, à mon avis, ça ne changera pas. Et s'ils ne l'avaient pas fait, eh bien on en serait à un moment où on ne se poserait même plus la question, les zones occupées resteraient occupées et on serait en train d'essayer de régler les conditions de la reddition. Est-ce qu'il y a une gêne en Europe? Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, Gérard Araud disait si Kiev tombait, alors, personne évidemment ne le souhaite en Europe, mais si Kiev tombait, que feraient les Européens? Et Gérard Araud disait on ne sait pas très bien ce qu'il ferait. Il n'est pas sûr qu'ils se donneraient les moyens vraiment de frapper la Russie. En plus, le problème, enfin je parle sous le contrôle de toutes les éminentes voix qui sont sur ce plateau ce soir, le problème c'est quelle Europe en fait aussi. Si vous voulez, c'est ça, on a l'Italie dont Mélanie dit qu'elle n'enverra pas de troupes, on a effectivement la Grande-Bretagne qui ne fait plus partie de l'Europe mais sur laquelle on pourrait compter, on a l'Allemagne qui semble être ralente et nous nous en réjouissons, on a la Pologne dont on ne sait même pas de quel côté elle va tomber le 1er juin prochain et qui est divisée comme elle ne l'a jamais été, on a la Hongrie dont on sait très clairement de quel côté ils sont. Donc si vous voulez, c'est ça aussi le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que c'est au fond, ce serait le moment que l'Europe arrive à se constituée comme puissance, sauf qu'elle est elle-même totalement traversée en son sein par les mêmes populismes le même populisme que celui de Trump. C'est ça quand même. Enfin, quand on voit on peut se réjouir que la Roumanie, effectivement, ce soit entre guillemets le bon candidat qui est gagné, que la Pologne soit le bon candidat qui soit en tête. On ne sait même pas s'il va gagner. Sauf que vous avez vu la partition de ces pays, vous avez vu la puissance de l'AfD en Allemagne. Donc, si vous voulez, c'est ça aussi qui est inquiétant. Moi, ce que je pense, c'est que ça me fait penser à un écrivain ukrainien qui disait quand la guerre est arrivée, j'étais un pacifiste, je militais pour le pacifisme, j'avais pas été formé à la guerre, j'avais jamais fait mon service, mais quand la guerre est arrivée, tout mon système de valeurs s'est écroulé et tout ce que je pensais, c'est d'aller sauver ma famille, mes amis, mon pays. Donc je pense qu'à un moment donné, oui, il peut y avoir des problèmes entre nous, mais quand vraiment la maison Europe sera vraiment au bout du bout, elle fera ce qu'il faudra. Moi, j'en suis persuadée. Aujourd'hui, l'hypothèse que vous avancez, c'est-à-dire d'une chute de Kiev, c'est une hypothèse quand même très théorique. Il faudrait d'abord que les Russes prennent Pokrovsk. Ça fait juste 1 an qu'ils attaquent Pokrovsk et qu'ils n'arrivent pas
à le prendre. Alors ils prennent des villages, etc., mais ils n'arrivent pas à le prendre. Et avant de prendre Kiev, il faudrait d'abord qu'ils prennent un gros morceau qui est Kharkiv. Eh bien, ça, il n'en est pas question, ils n'arrivent pas à le prendre. Alors, stratégiquement, en revanche, il est tout à fait clair que autant cette histoire de guerre entre Ukrainiens et Russes n'intéresse pas trop les États-Unis, ça c'est vrai, c'est en Europe, c'est loin, c'est pas dans l'Indo-Pacifique, ça les intéresse pas beaucoup. En revanche, ça intéresse beaucoup les Européens. Les Européens n'ont pas du tout intérêt pour leur sécurité et pour la cohérence de l'Union européenne. Je rappelle qu'il y a quand même des pays comme les pays baltes, la Pologne, tout ça, qui sont frontaliers de la Russie. Cette Europe n'a absolument pas intérêt que Vladimir Poutine puisse gagner cette guerre, c'est-à-dire prendre effectivement la capitale. Et je pense que les Européens sont assez sages. Ils ne vont pas aller faire la guerre contre les Russes parce qu'ils n'en ont pas les moyens. L'armée française, elle peut peut-être déployer 15 000 hommes au maximum au combat. Mais elle a quand même une industrie militaire, et l'Allemagne aussi, et l'Angleterre aussi, et l'Italie aussi. Et donc je pense que ces pays européens vont continuer à armer les Ukrainiens, qui ont montré quand même depuis 3 ans qu'ils étaient capables de résister à l'attaque russe, et qui non seulement ont été capables de résister à l'attaque russe, mais ont été capables de reprendre toute la partie, on voit la carte, c'est très intéressant, la partie occidentale de la mer Noire. Est-ce que Renaud Girard a raison de rappeler qu'il y a un certain défaitisme? En réalité, l'Europe aide considérablement, les Ukrainiens se battent bien. Pourquoi négocier avec Poutine? Ça paraît absurde. Si vous voulez, il faut aussi peut-être parfois casser avec ce défaitisme qui trop souvent a entaché l'histoire de la France. Moi, j'en ai assez, franchement. Alors pourquoi négocier? L'Europe est nulle. Non, mais revenons à la réalité. Je ne sais pas si l'Ukraine gagnera la guerre. Une chose est sûre, c'est que la Russie non plus. Voilà. Et ça, déjà, en soi... Souvenez-vous, 3 jours après le début de la guerre, les chars russes étaient à 50 km de Kiev. Bien. Aujourd'hui, on en a parlé l'autre jour sur ce même plateau, les Russes aujourd'hui occupent, je ne sais pas, entre 5 et 10% de plus de territoire par rapport à 2014. Bien, au bout de 3 ans de guerre, c'est quand même pas un grand résultat. C'est un échec. Première chose. Deuxièmement, ça n'est pas vrai que l'Europe ne fait rien. C'est un mensonge. Aujourd'hui, l'Union européenne et ses États membres contribuent plus à l'aide à l'Ukraine, financièrement, en aide humanitaire et en aide militaire, que les États-Unis. L'Union européenne fournit la moitié de l'aide internationale à l'Ukraine. Et la France, qui a été très généreuse, avec les canons César notamment. Elle est dans le paquet, disons. Bien. Deuxième élément, qui est important, c'est que dans ce paquet, beaucoup d'argent va à la création, au renforcement et au développement de la recherche et d'une industrie ukrainienne de défense. Donc quand on dit les Ukrainiens n'ont pas besoin de nous, c'est absurde. Nous travaillons ensemble depuis 3 ans et ça ne se voit pas, parce qu'on fait des choses peut-être qui ne sont pas publiques. Bien. Donc tout ça est évidemment extrêmement important. Troisièmement, et c'est fondamental, quand vous avez la Pologne, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, plus, ne les oublions pas, par eurocentrisme, le Canada, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, qui disent « nous sommes là et nous serons là », qu'est-ce qu'ils font? Ils obligent aujourd'hui M. Trump à dire « bon, il va peut-être falloir faire quelque chose avec les Européens ». Vous avez vu que l'annonce de la libération des armes pour pouvoir toucher, disons les choses clairement, le territoire russe a été soutenue par les Américains. Oui. Et par un certain nombre de ses partenaires non européens. Donc, simplement, nous le faisons. Il y a une grosse différence. La Russie est une dictature, l'Europe est une démocratie. Tous les pays que j'ai cités sont des démocraties. Mais vous n'avez pas répondu, Jean-Yves. Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi est-ce qu'on négocie? En principe, quand on veut libérer son pays, on ne négocie pas. On se bat jusqu'au bout. Pourquoi? Il demande une trêve. Oui, mais les Européens demandent à négocier. C'est ça qui paraît... Non, mais il est assez clair, Darius, il est assez clair que militairement, autant les Russes ne peuvent pas gagner, ne peuvent pas prendre au rythme actuel Kiev ou même Kharkiv, mais
Mais, de même, parce que c'est les lois du combat moderne, l'attaque consomme beaucoup plus d'hommes que la défense, l'armée ukrainienne n'est pas en mesure, en fonction de ses effectifs, n'est pas en mesure de reconquérir par la force. Elle a essayé en une grande offensive, c'était je crois à l'été 2023, ça n'a pas marché, il y a eu la ligne Sourovikine, et donc c'est sûr que les Ukrainiens n'ont pas les moyens de reprendre militairement la Crimée et le Donbass. Mais attendez, vous êtes tous d'accord avec ça là-dessus ? Vous êtes d'accord avec ça ? Ils n'ont pas les moyens de reprendre militairement ? Non, de toute façon, pardon, moi je suis diplomate, j'ai été diplomate. Ouais. Bien sûr qu'il faut toujours essayer de négocier. Ce qui compte, c'est ce que l'on négocie. Certainement pas sur les termes de M. Poutine, qui ne veut pas négocier, il veut la capitulation. Mais qu'est-ce qu'il y a à négocier ? Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce qu'il y aurait à négocier ? Ça veut dire, à partir d'un cessez-le-feu, on commence à discuter avec les Russes pour voir si on peut avoir une négociation au fin de trouver une solution. J'ai compris, mais qu'est-ce qu'il y a à négocier ? Il y a déjà eu la libération des prisonniers. Oui, mais il y a pas de concession. Le retour du Donbass à l'Ukraine, le retour des prisonniers, le retour des enfants qui ont été déportés par. Il n'y aura pas la paix, mais il y aura. Non, mais c'est le feu. Les Ukrainiens. Monsieur l'ambassadeur, en 1944, on n'a pas dit on va négocier avec l'Allemagne nazie. On a dit on va se battre jusqu'à la libération finale. Pourquoi ? Excusez-moi, en 1938, on n'a pas dit la même chose. Oui, mais les Anglais, eux, les Alliés ont continué à se battre. On a essayé d'éviter la guerre. Nous sommes bien d'accord. Des Alliés se sont unis pour repousser l'envahisseur. En tout cas, les Anglais ne nous ont pas aidés quand on a voulu, en 1936, attaquer l'Allemagne, parce qu'ils étaient contre, ils voulaient éviter la guerre, parce qu'on avait été traumatisés par la Première Guerre mondiale. Mais j'ai presque une question pour tous les deux, au fond. Tout à l'heure, vous disiez, Monsieur Girard, qu'effectivement, la question, ça n'intéressait plus les États-Unis, l'Ukraine. Vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est que malgré tout, ça a commencé comme une sorte de guerre par procuration entre la Russie et les États-Unis sur l'Ukraine. Là, à partir du moment où les États-Unis disent, puisque c'est ça que dit Trump, J.D. Vance le disait même avant l'élection de Trump, ça ne nous intéresse pas. On va lâcher l'Ukraine. C'est-à-dire que ce sont des alliés non fiables. Tout ce qu'on peut dire, on peut trouver ça détestable. Mais en fait, ils ont annoncé qu'ils lâcheraient l'Ukraine. Ils vont lâcher l'Ukraine. Ils lâchent l'Ukraine. Rubio n'a pas cessé de dire que ça prenait trop de temps. Donald Trump tape du pied en disant que ça prend trop de temps. Donc on voit bien qu'on est là-dessus. La question, c'est à partir du moment où ils ont humilié, comme ils ont humilié Zelensky, en fait, dans le bureau ovale, à partir du moment où Poutine n'envoie que Medinsky, qui était le même que celui en 2020, qui a dit je ne ferai pas de cessez-le-feu, on ne fait pas de cessez-le-feu, on continue la guerre jusqu'à machin. Comment nous, on peut faire un retour en arrière là-dessus, vu que Trump a lâché son allié comme personne ne l'a fait jusqu'à présent. Alors d'abord, premièrement, on a écrit ça. D'accord. Alors d'abord, premièrement, comme l'a dit Jean-Maurice Ripert, Trump, on voit qu'il s'adapte aux circonstances et donc il regarde un petit peu. C'est un homme qui sait s'adapter. Ces dernières citations sur Trump, je les partage. Il y a un côté, oui, sur un côté, est-ce qu'il y a un côté un peu, vous savez, dans la Grèce antique, il y avait l'hubris, la démesure était ensuite suivie de athée, le coup de folie, avant la némésis et la destruction de Isis. Eh bien, moi, on peut se poser la question, en tout cas, mais Trump, d'abord, s'adapte. Trump maintient leur renseignement militaire, l'aide du renseignement militaire aux Ukrainiens, ce qui est fondamental. Il est capable de couper du jour au lendemain. Voilà, mais c'est vrai qu'il n'a pas les mêmes intérêts stratégiques que nous, Européens. Nous sommes des alliés. Nous sommes des alliés de 4 pays qui ont des frontières directes, et la Roumanie un peu, 4 pays des frontières directes avec la Russie de Poutine, c'est-à-dire les 3 pays baltes et la Pologne. Donc il faut se préparer. Du côté, pendant que certains, à tort ou à raison, parlent de négocier, je rappelle qu'on a toujours dit au début de la guerre que c'était une attitude munichoise, que c'était trahir en quelque sorte de négocier avec Poutine. En tout cas, les Russes, eux, ne donnent aucun signe pacifiste. Au contraire, ils sont encore plus agressifs. Écoutez, Mordichev, c'est le général russe qui a été nommé par Poutine. Il avait déjà été parmi les plus offensifs et il parle déjà de la guerre d'après. La guerre dure depuis longtemps. Je pense qu'il va falloir y passer beaucoup plus de temps. Il est inutile de parler de délai. L'Ukraine n'est donc qu'une étape intermédiaire ? Oui, bien sûr, c'est tout à fait exact. Ce n'est que le début. Je pense que ces idéologues, les instigateurs de cette guerre, ne vont pas s'arrêter là. Nathalie Schrein, il est le général sans doute un des plus détestés en Ukraine parce qu'il s'est beaucoup battu, notamment contre Mariupol et Avdiivka, avec toutes les destructions que ça suppose. Il incarne cette armée russe qui veut aller toujours plus à l'ouest.
Oui, mais ça vous étonne encore. Enfin, ça, au bout de 3 ans que je le dis, que la Russie ira toujours plus loin, que ça fait 300 ans qu'elle essaye, qu'elle a essayé de grignoter tous les territoires possibles et imaginables. Et je rappelle que la Russie est une fédération. Il y a 250 ethnies aussi à l'intérieur de la fédération de Russie qui a aussi été grignotée de ces territoires. On sait très bien le caractère des Russes en général et encore plus de Poutine qui est peut-être à son paroxysme disons, du caractère russe, ils iront jusqu'au bout, même s'il a tort, même si c'est pas dans son intérêt. Et je pense que finalement la guerre est son intérêt, parce que c'est juste sa manière d'exister. C'est tout. Donc forcément, la Russie va continuer et peut-être qu'on sera encore là dans 3 ans. C'est vrai que c'est assez inquiétant comme propos de ce général, parce que ça justifie, alors là, très clairement, qu'il faut nous aussi se préparer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi ? Eh bien, c'est renforcer et continuer à envoyer des rafales et des régiments en Estonie, en Lituanie et en Lettonie. Non, mais en fait, on découvre pas le fil à couper le beurre. Faut arrêter. C'est comme ça depuis le début. Ça n'a pas changé. Absolument. Et se dire que ce que l'on n'a pas fait au début, c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire, c'est pas se le dire. Il faut le faire. Il faut absolument franchir cette étape qui faisait peur en se disant oui, si on fait ça, faut voir ce qui va nous arriver. De toute façon, c'est arrivé. Et la manière dont on le voit avec les attaques que vous évoquiez tout à l'heure, Darius, c'est-à-dire ils tapent, ils pilonnent parce qu'ils pensent qu'ils vont faire céder la population. Ils pensent que la population va céder puisque personne ne réagit en face. Donc si de l'autre côté, on ne peut pas riposter sur le territoire russe, ce qui semble pouvoir être fait avec les Allemands qui vont donner des autorisations pour l'utilisation de certains moyens que l'on n'a pas voulu utiliser, si on arrive à faire ça, peut-être à ce moment-là qu'ils se rendront compte que effectivement, c'est soit ils arrêtent, soit ils vont continuer à perdre. Parce que le fait de ne pas gagner pour les Russes, c'est perdre. C'est tout le point. Si je peux juste revenir sur un point. Vous avez dit tout à l'heure la première guerre en Crimée, il y a 12 ans. Moi, j'étais à Moscou, les Russes et les Américains. Non, ça n'est pas ce qui a déclenché la guerre. Ce qui a déclenché la guerre, c'est la volonté du peuple ukrainien de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. Et c'est ça qui a motivé évidemment le président Poutine, c'est qui expliquait déjà il y a 12 ans, donc je suis bien d'accord avec le commandant, il est temps que tout le monde s'en aperçoive que c'était une guerre contre la démocratie et contre l'Union européenne qu'il entendait mener, et en effet ils iront plus loin pour empêcher les peuples de décider ce qu'ils veulent faire. Et pardon de faire le lien avec votre question précédente, on dit la même chose. Il ne s'agit pas de dire, moi je ne dis pas il faut que les Ukrainiens négocient. Je dis il faut écouter les Ukrainiens pour leur donner les conditions d'entrer dans une négociation quand ils le décideront, sur les bases qu'ils décideront. J'ai demandé une Ukrainienne sur un plateau, excusez-moi, j'ai oublié son nom, c'était il y a quelques semaines. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il est soutenu par le peuple ukrainien ? Elle m'a dit, mais il n'est pas soutenu, il est précédé par le peuple ukrainien. Tout le monde, personne aujourd'hui en Ukraine ne veut céder. Donc nous devons accepter cette réalité parce que c'est ce que veulent les Ukrainiens. Et parce que c'est évidemment la sécurité de l'Europe qui est en danger. Quand il dit on va continuer, il dit pas ils vont pas aller à Taïwan. C'est pas ça qu'il a en tête. Souvenez-vous de la guerre en Finlande. On sait ce qu'a été l'occupation soviétique dans tous ces pays, parce que c'est l'Empire, c'est l'URSS qu'il cherche à reconstituer. Il n'est pas empereur, il est Staline. Mais quand même, j'aimerais poser une question très précise. La Crimée est occupée depuis maintenant 12 ans. Oui. 12 ans. L'Europe n'arrive pas à la faire libérer parce qu'elle ne veut pas ou parce qu'elle ne peut pas. C'est l'un ou c'est l'autre. Combien de temps l'Alsace-Lorraine a été occupée ? Oui, mais là, c'est pas. Excusez-moi. Pourquoi ? Parce que c'est les Ukrainiens, c'est différent ? Pourquoi ? Oui, mais personne ne se posait la question en France de savoir s'il fallait libérer l'Alsace-Lorraine. Monsieur l'ambassadeur, là, l'OTAN, l'Union européenne, l'OTAN qui est la plus grande alliance de tous les temps, soutient l'Ukraine. Militaire, oui. Soutient l'Ukraine. Donc si elle voulait, elle pourrait libérer la Crimée. Si elle le voulait, pourquoi ? Je vous pose la question ici. C'est qu'elle ne veut pas ou elle ne peut pas ? Zelensky n'a pas. En l'occurrence, pour le moment, elle ne peut pas. Parce que pour le pouvoir, il faudrait déjà avoir arrêté les Russes dans ce qu'ils font actuellement. Donc l'étape, je pense que l'étape Crimée, elle viendra après. Elle ne peut pas venir logiquement avant. C'est pas possible. Donc
il faut absolument, une fois de plus, il faut le dire, il faut donner les moyens à l'Ukraine de faire ce qu'ils font depuis le début. Et c'était rappelé tout à l'heure, c'est eux qui ont évité que les Russes soient à Kiev, hein, c'est pas nous, hein. C'est la détermination d'une armée qui n'a rien de comparable à ce qu'elle est actuellement, simplement parce qu'elle ne supportait pas d'être envahie, qu'elle a arrêté les Russes. Et après, ils ont construit un autre type de guerre. Alors bien évidemment, les Russes se sont adaptés, eux aussi, ont une industrie qu'ils ont mis complètement à faire des drones, à créer cette guerre moderne. Et il faut qu'on aide l'Ukraine, qui a inventé cette guerre, à la faire encore mieux en lui donnant les moyens industriels. L'Europe est en train de bouger. Regardez, chancelier Merz, qui veut donner davantage de possibilités pour l'Ukraine de frapper à l'intérieur de la Russie. Il n'y a plus de limitation sur la portée des armes livrées à l'Ukraine, ni du Royaume-Uni, ni de la France, ni de notre part, ni des Américains non plus. L'Ukraine peut désormais se défendre en attaquant des positions militaires en Russie, ce qu'elle ne faisait pas il y a quelques temps, à quelques exceptions près. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? De quelle arme parle-t-il ici ? Des Taurus, par exemple, des Taurus allemands, c'est-à-dire ce sont des missiles qu'on met sous les chasseurs bombardiers. Nous avons les mêmes. C'est pas très clair. Là, il est en train de dire je vais donner les Taurus, ou il dit les armes existantes, ils peuvent les utiliser là-bas. Il le fait exprès de ne pas préciser. Il l'a précisé d'ailleurs. C'est l'ambiguïté stratégique. Voilà. On n'annonce pas à l'avance. Et puis il ne va pas raconter combien il va en donner, par où ils vont passer, etc. Mais c'est ce que ça veut dire. Vous avez vu que les Néerlandais ont livré leur dernier F-16. Donc ça monte en gamme quand même. Ça prend du temps, mais ça monte en gamme. Il y a deux lignes en Europe. Hein. Il y a ceux qui estiment qu'on en fait assez ou que ça va assez vite, et ceux qui estiment que non. Landsbergis, alors la Lituanie est toujours très allante. Landsbergis, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la Lituanie, qui dit sur un ton ironique « Bonjour, désolé de vous déranger. Avez-vous entendu parler de Taurus et de ces sanctions paralysantes ? Dites-le moi, merci. » Les Baltes considèrent, eux, que ça ne va pas assez vite, notamment. Hein. Pardon, Darius, mais il ne faut pas non plus mélanger le jeu médiatique, les prises de parole, les affirmations, avec ce qui se passe. Vous pensez bien que quand vous avez une réunion des chefs d'état-major de 6 ou 7 des plus grandes puissances militaires européennes et occidentales, ça a été légèrement préparé. Donc vous n'en avez jamais entendu parler jusqu'au jour où ils se sont réunis. Bien. Donc moi je comprends que les leaders baltes cherchent à réactiver quand ils sentent que ça faiblit un peu. Voilà. Mais non, je n'ai pas dit le contraire. Mais vous savez qu'il y a des patrouilles de l'OTAN dans les pays baltes. D'ailleurs, la France y participe, heureusement. Donc il faut simplement être conscient du fait qu'on voit la partie émerger de l'iceberg. Hein. Il y a eu des critiques qui ont dit que Zelensky était belliciste, qu'il ne voulait pas attaquer la guerre, etc. Qu'il voulait vraiment la guerre pour garder son pouvoir, etc. etc. Le fait est, parce qu'il faut prendre les faits tels qu'elles sont, le fait est que Zelensky a accepté un cessez-le-feu de 30 jours, et bien sûr pour parler, et commencer par parler aux Russes d'échanges de prisonniers, de plein de choses. Eh bien, des personnes qui veulent aller visiter leur famille dans les différents pays, les deux pays, etc. Eh bien, ce sont les Russes qui, alors que Trump n'a cessé de les aiguillonner en ce sens, ce sont les Russes qui ont refusé de donner ce cessez-le-feu, alors que c'était, et là on ne comprend pas, c'est très difficile à comprendre, c'est irrationnel, alors que c'était une demande de Trump, et que c'était l'occasion pour eux, pour les Russes, de se sortir la chemise sèche de cet aventurisme militaire de 2022, parce qu'ils pouvaient normaliser leurs relations avec les États-Unis. Eh bien, effectivement, moi je trouve que la décision de Poutine est irrationnelle, parce que il veut prendre l'Ukraine, mais au bout de 3 ans, il n'y arrive pas. Donc il veut faire la guerre dans combien de temps ? Il l'a écrit, vous le rappeliez, monsieur l'ambassadeur. Il l'a écrit, et même à l'été qui a précédé l'attaque, donc à l'été 21, il a fait un discours, il le dit dedans, l'Ukraine est une partie de la Russie. Il le dit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ?
on écoute, on regarde, mais non, quand même, c'est pas bien, il va pas le faire, hein. Et puis patatrac, il se rassemble, non, c'est une manœuvre et tout, alors que déjà même au moment où il y a eu tous ces mouvements que les Américains nous ont dévoilés, on aurait pu faire quelque chose. Et si l'OTAN avait bougé, si l'Europe avait manifesté sa force, ou du moins la possibilité de réagir sans faire la guerre, c'est pas évident qu'il aurait attaqué Poutine. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. Il l'a fait. Une chose est sûre, c'est que de toute façon, dans son discours et la manière dont il vend à ce qui reste de son opinion que l'on peut juger, c'est-à-dire celle qui est de toute façon lui est favorable, puisqu'il n'y a que celle-là qui peut s'exprimer, eh bien, on va refaire la Grande Russie. C'est vrai qu'on pensait qu'il allait pas... On pensait tellement il avait à gagner à la situation précédente, où il faisait un commerce incroyable avec l'Allemagne, où Joe Biden, dans la réunion de juin 2021 à Genève, lui avait finir par bénir le Nord Stream 2, à dire, OK, finalement, je te fais un cadeau, Nord Stream 2, c'est OK. Donc, un commerce gigantesque avec l'Allemagne. Et il le paye maintenant, parce qu'on verra le cours du pétrole, le cours du baril qui est en train de baisser, ce qui pour la Russie est très important. Et ça, c'est intéressant, justement, ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs problèmes. Vous parliez, entre guillemets, de l'opinion publique russe, si on peut en parler, parce que vous avez raison, c'est une dictature. Mais il y a aussi des mouvements très patriotes qui émergent en ce moment et qui lui reprochent, au fond, pour parler pourtant absolument rien du tout de ce qui s'est passé en Turquie. Ils lui disent, mais finalement, vous êtes un lâche. Donc il y a aussi une partie qui est plus belliciste encore que ne l'est Poutine. Vous avez raison, en plus, l'économie ne tient que par économie de guerre, c'est-à-dire que là, c'est très compliqué d'arrêter une économie de guerre. Là, au fond, elle fonctionne, elle est lancée. Et comme vous l'avez dit très justement, Darius Rojman, il y a la question de l'effondrement des cours du pétrole. Donc, dans cette quadrature du cercle, au fond, il y a peut-être une rationalité aussi de la part de Poutine d'être coincé dans cette guerre, si vous voulez. C'est ça le truc. Oui, mais il était coincé. C'est sûr qu'il était coincé, parce qu'il a vraiment pensé qu'il allait prendre Kiev. Tout le monde pensait qu'il allait prendre Kiev. Bon, voilà, qu'il allait prendre Kiev et donc soumettre l'Ukraine. Les États-Unis, l'Europe auraient fait quelques sanctions et on oubliait. Et ça continuait. Mais il n'y est pas arrivé. Et donc, il n'avait pas prévu de plan B. Donc là, il est pris au piège et il savait. Mais tout d'un coup, le bon Dieu descend en sa faveur, en la personne de Donald Trump, qui lui propose sur un plateau d'argent une coupe d'or en lui disant finalement c'est pas grave ce que tu as fait, et d'ailleurs on va être des grands amis, on va faire un business d'enfer ensemble, on va devenir riches ensemble, embrassons-nous Folleville, et évidemment toutes les sanctions vont sauter, évidemment les Européens auraient suivi les Américains là-dessus, et ça il le refuse. Vous avez raison. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique. Juste, pardon, un élément important, je pense qu'il faut garder à l'esprit, c'est sur la question économique. Vous avez constaté comme moi que les déclarations de Trump sur la folie de Vladimir Poutine, qui sont un peu étranges, mais enfin bon, c'est ce qu'il a décidé, interviennent en même temps que sa décision de suspendre la taxation, l'augmentation drastique des droits de douane sur l'Union européenne. Alors, ce que me disent des amis américains assez bien placés, c'est qu'en réalité, les lobbies ont fini par se mettre en marche aux États-Unis et par expliquer à Donald Trump que se brouiller avec l'Europe et les droits de douane à 50%, ça allait être la double peine pour l'économie américaine, qui va déjà pas très bien, comme vous l'avez vu, à cause de ce qui s'est déjà passé. Et deuxièmement, n'oubliez jamais que vous avez le lobby extraordinairement important depuis les années Reagan de l'industrie de l'armement américaine. Bien sûr. Parce que l'aide américaine, comme la nôtre, elle consiste à acheter des armes américaines. Donc en réalité, une grande partie de l'aide financière américaine revient aux États-Unis. Et la brouille éventuellement au sein de l'OTAN, ça veut dire aussi qu'il y a des pays européens qui vont renoncer à acheter des avions américains pour peut-être acheter s'ils veulent pas acheter des Rafales, ils achèteront des comment on les appelle, des Gripen suédois, etc., etc. Et il y a, semble-t-il, un lobby qui s'est mis en marche et qui commence à expliquer à Donald Trump que là, il risque de perdre tout de suite beaucoup plus de milliards qu'il en gagnera peut-être un jour
et regardez ce qui vient de se passer, pardon, moi j'ai pas pu m'empêcher d'y penser, au Vietnam. Que le Vietnam décide d'acheter des Airbus plutôt que des Boeing, c'est pas rien hein, quand même, par rapport au rapprochement qui était en cours. Plutôt que des comacs chinois. Entre les États-Unis. Donc Trump, bon, ça va compter, parce que n'oubliez pas que c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui cherche à gagner de l'argent, à la fois pour lui et pour ses entreprises, son plan, etc. Pour lui, ça marche bien, ça compte, oui, mais pour son pays, pas trop. Oui, mais pour lui, une rupture entre les États-Unis et l'Europe serait une catastrophe pour beaucoup d'entreprises américaines qui sont les grandes bénéficiaires de la prospérité depuis 20 ans. Et notamment l'industrie militaire italienne qui est complètement consanguine avec l'industrie militaire américaine. Ouais. Donc il faudra voir comment ça va jouer. Écoutez à la télévision russe à quel point la question russe est sensible. Là, ils sentent effectivement qu'il y a du point de vue de l'Europe et de l'Allemagne une forme d'audace qui n'existait pas précédemment. Incroyable. L'Allemagne est utilisée comme une idiote dans un jeu de cartes organisé avec de l'argent et des opportunités. Au final, je ne serais pas surpris que des soldats allemands soient également impliqués dans cette histoire. Ils n'écoutent tout simplement pas activement le discours de notre président. Nous l'avons dit, en cas d'attaque contre notre territoire, l'Allemagne n'aura plus aucune chance d'exister. Staline s'est senti un jour désolé pour l'Allemagne. Gorbatchev a fait des choses stupides et a permis la réunification de ce pays. Nous ne répéterons pas de telles erreurs cette fois. Jusqu'où va leur nostalgie de l'Union soviétique quand il dit on s'est trompé pour l'Allemagne, ça a été le cœur de la question quand même. Est-ce qu'ils rêvent encore à récupérer quoi exactement ? Je pense qu'ils veulent tout récupérer. C'est simple, c'est tout ce qui est capable de récupérer jusqu'aussi loin qu'on leur donnera la possibilité. C'est simple. Et toutes ces paroles-là, depuis 3 ans, on les entend en fait. On a l'impression de les redécouvrir à chaque fois, mais non. Dans les premières émissions de télé russes, on a entendu quand même on va annihiler Berlin, Londres, Paris. Et on va régner sur le monde. Ça, c'est François Stom qui l'a décrypté dans un de ses textes qui s'appelait L'Apocalypse, je crois. Est-ce qu'il y a un phénomène de génération ? Poutine a 72, 73 ans. Cette génération d'officiers du KGB, de hiérarques russes, qui considèrent que l'Union soviétique a lâché ça sans raison. Il a dit Gorbatchev a été la pire catastrophe de l'histoire de la Russie. Il y a une surenchère quand même. C'est moins, on se paye de mots quand même là en Russie aujourd'hui, parce que en fait, moins les résultats sur le terrain sont là. Il faut quand même voir que leurs navires n'osent plus aller dans la base de Sébastopol. Pour eux, Sébastopol, c'est très important. C'est la Russie éternelle. C'est le combat contre les agresseurs anglais et français. Donc ils avaient garanti en droit international qu'ils resteraient ukrainiens. Voilà. Et donc ils sont là. Ils n'avancent pas et ils font de plus en plus de surenchères verbales, pas seulement des clowns à la télévision, mais aussi le général que vous passez. Comment Trump va-t-il réagir ? On se retrouve dans quelques instants avec la réaction de Trump quand il dit Poutine est devenu complètement fou. Quelles conséquences cela aura-t-il réellement ? On va voir que la soirée évolue de ce point de vue-là. À tout de suite.